Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire d'un des tueurs les plus connus des États-Unis. Je parle de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Il est issu d'une famille bourgeoise et né à Milwaukee, ville ouvrière du nord des États-Unis. Il a déménagé avec ses parents dans la petite ville de Batts Township près d'Arcon, dans l'Ohio, à l'âge de 7 ans. Le père de Dahmer a expliqué qu'à 8 ans, Jeffrey a été donc sexuellement, on va dire les termes, donc agressé par un adolescent du voisinage, ce qui pourrait peut-être aider à comprendre les crimes ultérieurs de Dahmer. Mais Lionel Dahmer a probablement inventé cette histoire d'agression pour expliquer pourquoi son fils s'en est pris à des homosexuels pour se venger. Lionel Dahmer donc semble en effet n'avoir jamais admis ni compris l'homosexualité de son fils. Jeffrey Dahmer lui-même dit qu'il n'y a pas eu d'incident particulier qui aurait provoqué ça. Son orientation sexuelle, on dit que certaines personnes sont agressées ou violées par quelqu'un. C'est ce qui le fait donc devenir homosexuel. Et donc Jeffrey dit ça n'a jamais été mon cas. Bref, donc la mère de Dahmer était donc névrosée et toujours énervée. Le père de Dahmer était un pharmacien et donc passait son temps à travailler, sans doute pour fuir son épouse. Tous deux ne s'occupaient pas beaucoup de Jeffrey. Celui-ci jouait avec des amis imaginaires et terrifiait ses camarades d'école par son comportement étrange. Jeffrey était un garçon intelligent et un élève brillant, mais n'utilisait pas tout son potentiel. Il interrompait les cours en faisant l'idiot, était un solitaire et agissait bizarrement. Lorsque Dahmer eut environ 8 ans, une peur étrange commença à se faufiler dans sa personnalité, une peur des autres, combinée par un manque général de confiance en soi. Il développa une réticence à changer, un besoin de sentir l'assurance des endroits familiaux, endroits familiers plutôt, donc voilà, la perspective de devoir aller à l'école l'effrayait. Le petit garçon qui auparavant semblait si heureux et sûr de lui avait été donc remplacé par une personne totalement différente, voilà, et donc qui était maintenant très timide, distant, presque non communicatif. Lionel, son père, soupçonna que le déménagement de l'Iowa vers l'Ohio en était la cause et que le comportement de son fils était une réaction normale, en fait d'être déraciné de son cadre familial pour s'installer dans un endroit totalement différent. Lionel Dahmer, lui aussi avait été timide, introverti et mal à l'aise quand il était enfant et avait appris à surmonter ses problèmes. Il pensa que son fils allait surmonter lui aussi ce problème. Ce qu'il ne réalisa pas, voilà, fut la situation que Jeffrey était bien plus grave que la sienne et que Jeffrey avait commencé à souffrir d'une grande solitude. À l'âge de 10 ans, Dahmer faisait des expériences avec des animaux morts. Il décapitait des rongeurs et blanchissait des os de poulet avec de l'acide. Un jour, il cloua la carcasse d'un chien sur un arbre et planta sa tête coupée sur un pieu. Il aimait voir l'intérieur des animaux, leurs organes internes. Comme son père était pharmacien, Dahmer a lu des ouvrages d'anatomie et de chimie. Il n'a jamais torturé d'animaux vivants, il trouvait cela extrêmement cruel, il adorait les bêtes. Dahmer donc a eu des fantasmes bizarres dès le début de son adolescence. Il ne pouvait pas en parler à ses parents qui s'occupaient très peu de lui. Il ne pouvait pas non plus leur parler de son homosexualité qu'il a découvert à l'âge de 13 ans.
et ne comprenait pas ce qui donc ne comprenait pas et elle lui posait des problèmes, tout ce genre de trucs de voilà donc l'homosexualité etc et donc ces petits problèmes et ces fantasmes et tout ça mélangés. Mais il avait donc gardé cela pour lui, voilà, donc il ne s'exprimait jamais, donc jamais sur ses sentiments profonds, voilà, jamais sur ses petits problèmes, sur beaucoup de choses, etc. Bref, et il commença aussi à fantasmer et rêver durant des heures, et ces fantasmes prirent une place toujours plus importante dans sa vie. Vers 16 ans, il commença à avoir de puissants fantasmes sexuels. Il dit qu'il rêvait de sexe avec un homme du genre donc Chippendales, mais dans ses fantasmes, il avait un contrôle total et parla d'un de ses fantasmes dans lequel donc il frappait un homme avec un gourdin jusqu'à le tuer, puis avait une relation sexuelle avec le cadavre. Il semblait donc tendu, son corps était toujours tendu et il devint plus en plus timide, et lorsque d'autres personnes l'approchaient, il devenait très raide, il restait chez lui, dans sa chambre, où il regardait donc la télévision, son visage était souvent vide sans expression, et il donnait plus ou moins l'impression permanente de quelqu'un qui ne pouvait rien faire d'autre que d'avoir le cafard sans aucun but dans la vie. Jeffrey devint passif et isolé, sa conversation se limitait à répondre à une question par une réponse d'un seul mot, à peine audible, et il l'entraînait donc dans un monde de cauchemars peuplé de fantasmes inimaginables. Dans les années à venir, ces fantasmes allaient donc commencer à l'écraser, les morts dans les immobilismes. Leur calme allait devenir donc l'objet premier de ses désirs sexuels, grandissant dans son incapacité à parler de ses idées étranges, allait couper ses connexions avec le monde extérieur. Alors que les autres adolescents aspiraient à un bon emploi, des études ou la création d'une famille, Jeffrey, lui, était dépourvu d'ambition et de projet. Il a dû se voir comme complètement en dehors de la communauté humaine, en dehors de tout ce qui est normal et acceptable, en dehors de tout ce qui était admis d'un autre être humain. On pouvait s'attendre à ce qu'une personne donc ayant le fantasme de mort et de démembrement qui tournoyait dans la tête de Jeffrey à l'adolescence montre des signes de maladies mentaux, mais Dahmer devint juste solitaire et réservé, loin de se révolter. Il ne se disputa donc jamais avec ses parents parce qu'il ne semblait avoir donc de l'importance à ses yeux. Bref donc, la nature morbide de ses pensées le troublait lui-même, et il commença à boire au lycée. L'alcoolisme allait bientôt devenir un échappatoire, mais aussi un carburant pour ses fantasmes macabres. À l'âge de 16 ans, Jeffrey, sans doute miné par ses problèmes familiaux, était déjà alcoolique et asocial. Il avait été donc enlevé dans un environnement élevé, donc dans un environnement de classe moyenne, très aseptisé. Donc voilà, et dit à Shop Bendy, directeur de l'hôpital psychiatrique de Milwaukee, qui espérait guérir Dahmer avant qu'il ne meure en prison. C'était donc le genre d'environnement dans lequel l'obscurité de la psyché humaine peut être aseptisée et réprimée. Il ne pouvait se permettre l'infamie et l'aliénation mentale, alors son obscurité agrandit encore et encore sans pouvoir sortir. Pour le jeune Jeffrey, cette sortie a pu être sa fascination envers les animaux morts qu'il a souvent disséqués. Dahmer a dit qu'il n'y avait pas eu d'éléments sexuels là-dedans, l'expliquant seulement par une curiosité morbide. Mais donc voilà quoi, les leçons donc d'anatomie qu'il a apprises donc enfant lui ont servi à l'âge adulte. L'une des choses donc que Jeffrey dit qui me déconnecte, c'est pourquoi il ne me semble pas pouvoir produire plus de sentiments. En 1978, Dahmer obtint son bac au lycée Revere
Il était prévu qu'il commence des études à l'université d'État de l'Ohio à Columbus, mais le 18 du même mois, Dahmer passa des expérimentations morbides sur des animaux au meurtre d'un être humain. Bref, sa première victime fut un jeune autostoppeur, Stephen Hicks. Il le ramena donc chez sa mère absente pour boire un coup, fumer un pétard et rigoler, d'après ses dires. Mais quand Hicks voulut partir, Dahmer lui fracassa le crâne avec un haltère et l'étrangla. Puis donc il traîna son corps dans un espace sous la maison où il resta quelques jours lorsque l'odeur de la décomposition devint trop forte. Et bien Dahmer le coupa en morceaux et mit ceux-ci dans des sacs en plastique et les enterra finalement derrière la maison. Durant 9 ans, il ne tua plus, mais ses fantasmes grandissant en lui, eh bien, il essaya toutes les autres manières possibles de satisfaire ses pulsions. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait fait tenir durant toutes ces années, il a répondu l'alcool, la pornographie et la masturbation. Le 24 décembre 1978, eh bien, le père Dahmer se remaria avec une femme quelques mois plus tard. Jeffrey Dahmer abandonna ses études pour s'engager volontairement dans l'armée à la recherche d'amitié et de fraternité à défaut d'une famille et se retrouvera stationné en Allemagne. Là où il découvrit un type de pornographie plus visuelle. La première que j'ai vue concernait les orientations que j'avais et il s'y plongeait donc évidemment. Oh oui, j'ai dépensé des milliers de dollars pour que ça dure des années. Bref, de plus, il buvait énormément. Ces dossiers du FBI contiennent des notes de l'armée qui détaillent de nombreux cas d'insubordination. Au bout d'à peine 2 ans, eh bien Jeffrey fut renvoyé en raison de son alcoolisme et démobilisé en Caroline du Sud avec une décharge honorable. Bref, alors Dahmer, violeur aussi à l'armée, Billy Joe Capouche a été violé au moins 10 fois par Jeffrey Dahmer en 1980 alors qu'ils étaient tous deux des soldats. Et donc Capshaw n'avait que 17 ans à l'époque et dormait dans la même chambre que Dahmer dans la garnison de Baumholder en Allemagne. Dahmer l'a violée dès la première nuit. Il l'attacha donc au lit avec un câble de treuil et le tabassait. Billy Joe Capouche a fini par sauter par la fenêtre du 3e étage pour lui échapper et a été emmené au dispensaire, mais les médecins n'ont pas cru à son histoire de viol et Capshaw a été renvoyé dans sa chambre avec Dahmer qui a commencé à le violenter. Il a fait une grave dépression et il lui a fallu 26 années de thérapie avant de pouvoir en parler. Preston Davis, une autre jeune recrue, a été drogué et aussi même tarif. Donc voilà, il a subi des choses aussi par Dahmer dans un véhicule blindé peu avant l'arrivée de Capshaw et lui a quitté l'armée. En mars 1981, revenu à la vie civile, Dahmer accepta finalement son homosexualité, bien qu'il ait eu du mal à le comprendre, et devient un habitué des bars gays à Milwaukee. Il buvait toujours beaucoup. En 1982, il s'installa dans la maison de sa grand-mère à West Allis, dans le Wisconsin. Il vivait à la cave. En août de la même année, il fut arrêté pour exposition publique indécente et il commença à draguer des hommes dans les bars et les bains publics gays de Milwaukee et Chicago. Un jour, il fut mis à la porte d'un bain public parce qu'il avait drogué l'un de ses partenaires. Alors il dit « J'essayais tout », dit-il, jusqu'à voler un mannequin dans un magasin de Boston à Southridge pour apaiser mes désirs sans avoir à blesser quiconque. Mais ça n'a jamais fonctionné et une chose en a provoqué une autre et une autre. Des charges d'exposition publique indécente furent à nouveau retenues contre lui en septembre 1986 lorsque 2 garçons accusèrent Dahmer de s'être masturbé en public, déclaré coupable de violation de l'ordre public. Il fut condamné à 1 année de liberté surveillée avec l'obligation de voir un psy et une assistante sociale jusqu'au 9 septembre 1987. 6 jours après la fin de la libération surveillée, il tua à nouveau.
Le 15 septembre 1987, Dahmer passa la journée à boire dans un bar gay, le club 219, où il rencontra Stephen Tuomi. Ils discutèrent pendant des heures, puis quittèrent le bar ensemble. Ils allèrent donc dans un hôtel et prirent une chambre. Dahmer déclara ne pas se souvenir de ce qui s'est passé une fois dans la chambre, mais seulement qu'il avait beaucoup bu. Il n'était même pas sûr qu'il ait eu une relation avec lui. Mais lorsqu'il s'était réveillé, Stephen Tuomi était mort. Il semble que Dahmer l'ait étranglé. Lorsqu'il réalisa ce qu'il avait fait, Dahmer paniqua. Il se précipita dans un magasin pour y acheter une valise et déposa le corps de Steven. Après avoir donc démembré, puis il appela un taxi et ramena la valise dans la maison de sa grand-mère à la cave, là où il continua à le découper. Lorsqu'il a eu terminé, il mit les morceaux dans des sacs plastiques et les jeta dans la poubelle. On ne retrouvera jamais le corps de Steven. Le mystère reste entier jusqu'à ce que Dahmer confesse son meurtre en 1991. Le 16 janvier 1988, Dahmer s'approcha d'un jeune prostitué de 14 ans, James Doxator, et lui proposa de l'argent pour tourner une vidéo avec lui. Doxator accepta et Dahmer l'emmena dans sa cave. Il lui ouvrit un verre avec des somnifères. Et donc, lorsque James Doxator se fut endormi, il l'étrangla. Dahmer plongea le corps dans de l'acide pour enlever les chairs et brisa les os en morceaux. Il répandit dans le jardin et mit la chair dans des sacs et il enterra sous la maison. La mère de James Doxator signala sa disparition le 18 janvier. La police ne retrouvera ce qu'il resta de son corps que 3 ans plus tard. Le 24 mars 1988, Dahmer rencontra Richard Guerrero dans un bar nommé le Phoenix. Guerrero était fauché aussi. Dahmer lui proposa-t-il de l'argent s'il venait chez lui tourner une petite vidéo. Richard Guerrero accepta. Dans la cave de sa grand-mère, et bien Dahmer eurent une relation entre eux, puis Dahmer offrit un verre à Richard. Dès qu'il s'endormit, eh bien Dahmer l'étrangla, puis le démembra et jeta les morceaux dans la poubelle. Pablo Guerrero déclara la disparition de son fils à la police de Milwaukee le 29 mars et elle fut publiée des annonces dans la presse locale avec une photo récente, mais ne reçut jamais aucune réponse. Bref, en septembre 1988, la grand-mère de Dahmer commença à s'inquiéter de l'odeur infecte provenant du sous-sol et du fait que son petit-fils ramenait des garçons chez lui. Quand le père de Dahmer, Lionel, inspecta la chambre et cave de son fils, il trouva un résidu noir et collant semblable à de l'acide fait à ce que de l'acide fait à de la chair. Lorsqu'il questionna son fils à ce sujet, Dahmer lui répondit qu'il faisait des expériences avec des animaux. Comme Lionel, Dahmer ne se préoccupait pas vraiment de ce que faisait son fils, pas plus qu'à cette époque en fait, il ne s'inquiéta plus. Voilà, en gros, on s'en fout. Mais la grand-mère de Dahmer lui demanda de trouver un autre logement. Le 25 septembre, Dahmer trouva un appartement à Milwaukee, au 924 résidence Oxford, 25e rue Nord. À peine 24 heures après avoir déménagé dans son nouvel appartement, Dahmer eut à nouveau des problèmes avec la police. Dahmer attira chez lui un jeune laoticien, Kayson Sinta Symphone, en lui promettant des friandises, le caressa et l'embrassa, puis lui proposa de l'argent s'il acceptait de poser nu pour des photos. Le garçon refusa et parvint à s'enfuir. La police fut appelée et Dahmer fut accusé d'agression et il passa donc une semaine en prison avant d'être libéré sous caution. L'assistant du procureur Shelton présenta des arguments au juge Williams Gardner. Shelton voulait que Dahmer soit condamné à une peine de 5 ans au minimum. Et donc il dit, il a tout fait, clair que le pronostic de guérison pour M. Dahmer dans la communauté est extrêmement sombre. Une partie du problème est qu'il pense que la seule chose de mal qu'il ait fait dans cette histoire, la seule a été choisir une victime trop jeune. Il semble coopératif
et réceptif, mais tout ce qui existe sous la surface indique une forte colère de la psychologique bien installée auquel il ne veut ou ne peut faire face. 3 psychologues examinèrent Dahmer et convinrent qu'il était manipulateur, résistant au changement et évasif. Concernant ses actes, l'hospitalisation et un traitement intensif furent recommandés. Boyle, l'avocat de la défense, expliqua que Dahmer était malade et qu'il avait besoin d'un traitement et non de la prison, et souligna que Dahmer avait un emploi. Il dit: nous ne nous trouvons pas en face d'un récidiviste, mais ce genre d'agression, je crois qu'il a été arrêté avant que cela n'arrive à un point où ce serait devenu pire, ce qui signifie que finalement ça lui a été donc bénéfique. Dahmer lui-même s'adressa au juge pour sa défense, expliquant sa conduite par son alcoolisme. Il parlait bien et fut très convaincant pour quelqu'un qui avait assassiné plusieurs hommes auparavant. Ce que j'ai fait est très grave. Je ne me suis jamais trouvé dans cette situation. Rien d'aussi horrible. En tout cas, c'est un cauchemar devenu réalité pour moi. Si une chose devait me dégoûter dans mon monde, dans mon mode de comportement, c'est bien ça. Ce à quoi pense qui est stable et qui me donne une source de fierté dans ma vie, c'est mon emploi. J'ai failli le perdre à cause de ce que j'ai fait et j'en suis entièrement responsable. Tout ce que je peux faire, c'est vous supplier, je vous en prie, épargnez mon travail, je vous en prie, donnez-moi une chance. Je vous montrerai que je peux être honnête et droit, ne plus jamais être impliqué dans ce genre de situation dans le futur. Avoir fourvoyé cet enfant a été le point culminant de ma stupidité. Je veux que l'on m'aide, je veux changer de vie, dit Dahmer. Dahmer fut donc déclaré coupable le 30 janvier 1989. Le juge William Gardner décida de le condamner à 5 ans de mise à l'épreuve et 1 an et demi dans une maison de correction avec semi-liberté pour qu'il puisse continuer à travailler. Dahmer resta donc pourtant libre jusqu'à ce que sa sentence officielle soit prononcée le 23 mai. Entre-temps, il assassina Anthony Sears. Le 25 mars 1989, Dahmer rencontra 2 hommes devant la cage, un bar gay que Dahmer fréquentait souvent. L'un blanc se nommait Jeffrey Connor et l'autre noir s'appelait Anthony Sears. Sears s'approcha de Dahmer et ils commencèrent à discuter. Connor les conduisit donc à West Allis, puis Sears et Dahmer marchèrent jusqu'à la maison de sa grand-mère. Dahmer n'avait pas voulu inviter Anthony Sears, lui, car il pensait que la police pouvait surveiller son appartement. Il invitait donc Sears avec l'intention de le tuer. Et donc ils eurent des relations entre eux, voilà. Puis Dahmer offrit un verre à Anthony, encore une fois, la même procédure. Lorsque ce dernier se fut endormi, eh bien Dahmer l'étrangla lui aussi. Son crâne, son scalp et ses parties génitales furent découverts dans l'appartement de Dahmer lors de son arrestation 2 ans plus tard. Condamné en mai, donc à 1 année et demie de semi-liberté, Dahmer fut libéré après seulement 10 mois. Il retrouva son appartement de la résidence Oxford le 20 mai 1990, 2 semaines après avoir emménagé. Dahmer rencontra un jeune homme noir nommé Raymond Smith, dit Ricky Bex, au club 219. Ray venait d'arriver à Milwaukee et elle rencontra la mauvaise personne au mauvais moment. Dahmer lui demanda s'il acceptait de poser nu pour des photos et échanger un peu d'argent. Ray accepta son offre et l'accompagna jusqu'à son appartement où il fut drogué et étranglé. Dahmer a eu des relations nécrophiles avec son corps et le démembra donc et jeta les morceaux dans la poubelle. L'un des crânes peints trouvés chez Dahmer fut identifié comme étant celui de Ray Smith. Le 24 juin 1990, Dahmer rencontra un jeune homme noir nommé Edward Smith au bar Phoenix et ils allèrent donc à l'appartement de Dahmer en taxi et eurent des relations entre eux. Edward Smith fut ensuite drogué, étranglé. Dahmer démembra encore une fois le corps, puis le plaça dans de l'acide pour séparer les chairs et jeta les morceaux du corps dans la poubelle.
Une sœur traumatisée là-dessus, la sœur d'Eddie Smith, Caroline, se bat avec une dépression lorsque quelqu'un coupe la tête de votre frère et puis dit je ne sais pas quoi faire de ça, je vais le mettre dans mon armoire pendant 3 jours et je verrai comment voulez-vous vivre avec ça. Caroline Smith ne vit sur sa pension d'invalidité. Lionel Dahmer, le père de Jeffrey, et Shari, sa belle-mère, avaient tous deux promis que les bénéfices de la vente du livre de Lionel Dahmer à Wider Story seraient essentiellement reversés aux familles des victimes. Caroline attend toujours. Le 8 juillet 1990, Dahmer décida de changer de mode opératoire et de ne pas droguer sa victime. Un adolescent hispanique de 15 ans avait accepté de poser nu. Pour lui, Dahmer prit un maillet et tenta de frapper la tête du garçon. Se débattit et réussit à s'échapper. Il alla porter plainte à la police, mais lorsqu'il demanda aux officiers de ne pas dire à ses parents qu'il était homosexuel, les policiers décidèrent de ne pas donner suite à sa plainte. Bref, le 3 septembre 1990, devant une librairie homosexuelle sur le nord 27 Street, Dahmer discuta avec un jeune homme noir originaire de Chicago, Ernest Miller. Ce dernier accepta de l'accompagner, Dahmer, jusqu'à son appartement où ils eurent des relations, puis Dahmer le drogua et lui coupa la gorge. Et il plaça le corps dans de l'acide et blanchit le squelette. Son crâne fut peint et son squelette entier conservé dans un placard. Bref, comme on peut remarquer, Dahmer c'est beaucoup les mêmes procédés. Donc ce qu'on peut vraiment remarquer, et vraiment c'est quand même une grosse dinguerie à ce niveau-là. À cette époque, c'est à cette époque que les voisins de Dahmer commençaient à se plaindre de l'odeur putride qui venait de son appartement. Dahmer expliqua au propriétaire que son réfrigérateur était cassé, mais qu'il allait le réparer le plus rapidement possible. 3 semaines plus tard, le 24 septembre 1990, Dahmer rencontra David Thomas, un jeune homme noir, et l'attira chez lui et le drogua. Il déclara par la suite qu'il n'avait pas voulu tuer Thomas, mais qu'il s'était inquiété du fait que le jeune homme puisse être en colère lorsqu'ils se réveillèrent. Et donc réalisait que Dahmer l'avait drogué. Il décida de le tuer. Le lendemain, Dahmer le démembra et prit des photos. Et on ne retrouvera donc jamais son corps. Sa sœur déclara sa disparition donc le même jour. Elle identifiera sur les photographies que Dahmer avait prises alors qu'il le démembrait. Bref, le 18 février 1991, Dahmer rencontra un jeune homme de 19 ans, Curtis Stronger, qui voulait devenir mannequin. Dahmer lui proposa de poser encore une fois pour des photos et Curtis accepta. Il l'étrangla avec une courroie en cuir, puis le démembra et écrasa ses os. Dahmer garda son crâne, ses mains et ses organes, qu'il photographiera et jeta donc le reste du corps à la poubelle. Il fut retrouvé dans son appartement lors de son arrestation. La grand-mère de Curtis déclara sa disparition le 20 février et son crâne fut identifié grâce à sa dentition. Le 7 avril 1991, encore une fois, un homme noir du nom de Errol Lindsay parla avec Jeffrey Dahmer sur la 27e rue, près de la librairie homosexuelle, et le suivit jusqu'à son appartement en échange d'un peu d'argent. Errol Lindsay fut drogué, étranglé. Dahmer eut des relations avec son cadavre, puis le démembra et l'écorcha et garda la peau durant quelques semaines. Il conserva son crâne comme trophée et Errol fut identifié grâce à sa dentition. Tony Hawks avait un an de plus que Dahmer. Il était lui aussi noir, sauf qu'il y avait des choses en plus. Il était sourd et muet et se rencontrait donc au club 219 le 24 mai 1991 et communiquèrent en écrivant sur des papiers. Comme à son habitude, Dahmer lui proposait de l'argent pour des photos. Tony Hawks fut drogué, étranglé et son corps resta allongé sur le sol de sa chambre à coucher pendant 3 jours. Ensuite, il démembra et le mit dans l'acide. Son identité fut établie grâce à son crâne et sa dentition. Bref, donc, le 26 mai 1991, Dahmer rencontra Conerak Sinta
Somphone, un jeune laoticien de 14 ans, devant un centre commercial, le Grand Avenue Mail. Il était le frère de Kayson, que Dahmer avait agressé en 1988. Bref, il lui offrit de l'argent en échange de photos. Conérac donc accepta et suiva chez lui et posa pour deux photos en caleçon avant d'être drogué. Dahmer le viola, puis alors qu'il était encore vivant, perça un trou à l'arrière de son crâne avec une foreuse et pour y injecter donc de l'acide chlorhydrique. Dahmer expliqua par la suite qu'il avait qu'il avait fait une expérience et voulait donc de cette manière créer un zombie pour contrôler complètement sa victime. Dahmer alla ensuite boire une bière dans sa cuisine. Extraordinairement, Conérac se réveilla et parvint à se relever. Il sortit de l'appartement de Dahmer et se mit à marcher. L'adolescent zigzaga sur le trottoir, nu. Une menotte pendant à ses poignets. Des voisins donc l'aperçurent et appellent directement la police. Lorsque les officiers arrivaient, Dahmer ramenait le garçon chez lui. Les policiers questionnèrent Dahmer, qui répondit calmement que Conérac était son amant et qu'il était majeur. Pourtant, des voisins affirmèrent aux policiers que Conérac était qu'un adolescent, mais comme le jeune laoticien ne parlait pas bien l'anglais, les policiers le laissèrent avec Dahmer et partirent. Pour eux, il n'était qu'un petit, excusez-moi du terme, voilà, c'est comme ça que ça a été dit, un petit pédé bourré. Ils firent donc même des blagues à son sujet sur leur radio. Dahmer donc ramena le garçon chez lui et l'étrangla immédiatement. Il le démembra et plaça son corps dans de l'acide. Conérac fut déclaré disparu le 27 mai 1991. On retrouvera son crâne dans l'appartement de Dahmer. Bref, on remarque que ça fait 2 fois que Dahmer aurait pu se faire arrêter et que la police n'a absolument rien fait. C'est quand même assez chaud là-dessus. Bref, le 26 juillet 1991, 4 jours après que Dahmer a été arrêté, Philippe Aureola, le chef de la police de Milwaukee, suspendit avec solde les 3 agents qui avaient laissé Conérac dans les mains de Dahmer le 27 mai 1991. Ils furent par la suite réintégrés dans la police discrètement. Le 10 août 1991, Conérac fut incinéré après la cérémonie bouddhiste traditionnelle. Pendant ce temps, un cambrioleur vola pour 6 000 dollars à sa famille endeuillée. Après tout ça, les meurtres de Dahmer commencèrent à s'accélérer et deviennent de plus en plus fréquents. Un mois plus tard, Dahmer, donc après cette histoire un peu avant, Dahmer tua à nouveau le 30 juin 1991. Il alla à la Gay Pride de Chicago. Il rencontra un jeune homme, encore une fois noir, Matt Turner, à la gare routière. Lui aussi voulait être mannequin. Dahmer l'invita à Milwaukee. Il lui paye donc le voyage en bus. Puis le trajet jusqu'à son appartement. La Dahmer étrangla Matt Turner. Sa tête et ses organes internes furent découverts dans le frigo et son torse dans la cuve d'acide de la chambre à coucher. Une semaine plus tard, le 5 juillet 1991, encore à Chicago, Dahmer rencontra Jeremiah Weiberger, un jeune portoricain au Carol's Gay Bar. Dahmer paya de nouveau le voyage vers Milwaukee en bus et le taxi jusqu'à son appartement. Ils eurent une relation, puis s'endormit. La disparition de Weinberger fut déclarée le lendemain, mais il était encore en vie. Chez Dahmer, Jeremiah avait voulu repartir à Chicago et Dahmer lui avait offert un verre. Dès que le jeune homme s'était endormi, Dahmer lui avait injecté de l'eau bouillante dans le cerveau dans le cerveau après avoir donc percé son crâne. Jeremiah survécut dans un état comateux durant 2 jours. Puis Dahmer décida de l'étrangler. La tête de Jeremiah fut retrouvée dans le frigo et son torse dans la cuve d'acide avec celui de Turner. Le 15 juillet 1991, Dahmer fut suspendu de son emploi à la fabrique de chocolat Ambrosia alors qu'il y travaillait depuis 6 ans.
Il semble alors qu'il passe trop de temps chez lui et plutôt qu'au travail. Dahmer en fut vraiment contrarié. Le même jour, il rencontra donc un autre jeune homme, Oliver Lacey, sur la 27e rue Lacey. Suivait donc Dahmer chez lui, ils eurent des relations, puis Dahmer le drogua, l'étrangla et prit plusieurs photographies de sa victime avant et après l'avoir décapité. Pendant qu'il le démembrait, Dahmer eut des relations encore une fois avec le cadavre. Il conserva son cœur dans son frigo et sa tête dans son réfrigérateur. Le 15 juillet, il fut officiellement licencié de la chocolaterie Ambrosia. Le même jour, Jeffrey rencontra un homme blanc nommé Joseph Brendehoff, originaire de Greenville, dans l'Illinois, et il pleuvait beaucoup et Joseph avait un pack de bière dans les bras. Et il accepta donc l'invitation de Dahmer à son appartement, ils eurent des relations. Puis Joe Brendehoff fut donc drogué et étranglé. Dahmer le laissa sur son lit, couvert par des draps, durant 2 jours et dormit avec le cadavre, puis le nettoya, le démembra. Quand Dahmer fut arrêté 3 jours plus tard, la tête de Brendehoff était dans le frigo et son torse flottait dans la cuve d'acide avec ceux de Turner et Weinberger. Dahmer semble ne plus se contrôler, il faisait beaucoup moins attention et tuait de plus en plus souvent. Le 22 juillet, Dahmer rencontra Tracy Edward, un jeune homme noir, et il l'emmena dans son appartement et lui offrit un verre. Edward raconta par la suite que Dahmer avait sorti un couteau et du gentil docteur Jekyll s'était transformé en méchant Mr. Hyde. Dahmer lui fit des avances sexuelles et donc Tracy commença à lutter quand Dahmer referma les menottes sur son poignet droit. Quand Dahmer alla chercher le couteau, Tracy se précipita comme il le pouvait vers la porte et donc la porte n'était pas fermée à clé et Dahmer essaya de le ramener à l'intérieur et ils commencèrent à se jeter, à se battre plutôt. Donc Dahmer reçut un coup à la tête qui le projeta donc à terre. Tracy courut dans le couloir et sortit de l'immeuble. Les officiers de police Muller et Roth faisaient leur patrouille de nuit à Kilburn Avenue et lorsqu'il parvint sur la 25e rue, Tracy Edward leur hurla de s'arrêter. Terrifié, il expliqua aux policiers qu'un homme avait essayé de le tuer. Les policiers tentèrent d'enlever les menottes du poignet d'Edward, mais leurs clés n'étaient pas les bonnes. Aussi, Muller et Roth escortèrent Edward jusqu'à l'appartement de Jeffrey Dahmer. Bref, la porte fut ouverte par Dahmer, blanc et blond. L'intérieur de l'appartement était propre et ordonné. Dahmer reconnut que les menottes étaient bien à lui et désigna sa chambre à coucher, expliquant que les clés devaient être sur la commode. À ce moment-là, le policier pensait encore être donc en présence d'une querelle d'homosexuels qui avait failli mal tourner, rien de plus. Mais dans la chambre de Dahmer, les policiers donc trouvèrent un couteau de boucher présentant des traces de sang ainsi que 74 polaroïds montrant des hommes dans des activités homosexuelles. Certaines de ces photos présentaient des hommes morts. Sur plusieurs d'entre elles, donc les corps étaient démembrés et mutilés. L'officier Mueller réalisa que les photographies avaient été prises dans la chambre de Dahmer. Toujours calme, dit-il, je viens de perdre mon boulot. Vous savez, je voudrais donc bien boire une putain de bière. L'un des policiers ouvrit alors le réfrigérateur et se mit à hurler. Il y avait une tête coupée à l'intérieur. Dahmer tenta de s'enfuir, mais les 2 policiers le planquèrent au sol et lui passèrent les menottes. Leurs collègues continuèrent donc à fouiller l'appartement et furent horrifiés en découvrant donc la porte qui menait à la chambre à coucher et la salle de bain avait été donc équipée d'un verrou. Une boîte de bicarbonate de soude dans le réfrigérateur absorbait difficilement l'odeur de décomposition de la tête coupée. Dans le frigo, il y avait 3 autres têtes côte à côte dans des sacs plastiques refermés ainsi qu'un cœur. Bref donc, Anne Schwartz, la journaliste qui fut donc la première sur les lieux, décrit
ce qu'elle vit dans son livre The Man Who Called No Kill Enung. Et au fond du placard, il y avait une marmite métallique qui contenait des mains, des pénis décomposés. Sur l'étagère, il y avait 2 crânes. Dans le placard, il y avait aussi des récipients d'alcool, de chloroforme et de formaldéhyde, ainsi que des bocaux contenant des organes génitaux préservés dans du formaldéhyde. 3 autres crânes furent trouvés dans une commode. Une penderie contenait un squelette complet, des scalps humains desséchés et des organes génitaux dans une boîte. Il y avait 2 autres crânes dans une cuve de 260 litres d'acide. La police trouva 3 autres torses humains dans différents états de décomposition. Certains des polaroïdes avaient été pris par Dahmer alors qu'il démembrait ses victimes. L'un représentait la tête d'un homme dans un évier, dans un autre ça montrait donc une victime incisée du coup à l'aine comme un cerf étripé après donc la chasse, avec une coupure si nette qu'on pouvait voir l'os pelvien. Certaines de ces photos montraient ses victimes avant qu'il ne les tue, dans divers poses érotiques ou lors des séances de bondage. On trouva également des cartes de crédit, des permis de conduire et des cartes d'identité ayant appartenu aux victimes de Dahmer. Il n'y avait aucune nourriture dans le réfrigérateur, rien que des condiments, bien que Dahmer sembla se nourrir de ses victimes au moment de son arrestation. Il était très mince. Le 25 juillet 1991, Dahmer fut inculpé de 4 homicides volontaires et sa caution fut fixée à $1 million. Comptant le 4 août, la police retourna à la terre dans le jardin de la maison d'enfance de Dahmer et à Abat et découvrit donc des fragments d'os humains. Le 6 août 1991, la caution de Dahmer passa de 1 million à 5 millions de dollars lorsque 8 accusations de meurtre supplémentaires furent ajoutées au précédent. Finalement, le 22 août, Dahmer fut accusé de 15 meurtres. La plus longue phrase de Dahmer murmura durant l'audience préliminaire fut « Je comprends votre honneur » lorsque le juge lui demanda s'il comprenait les charges retenues contre lui. Le 22 août 1991, Dahmer plaida non coupable pour cause d'aliénation mentale. Bref, donc, après tout ça, le 13 juillet 1992, Dahmer ignora les conseils de son avocat et changea de défense. Il plaida coupable selon Don Davis dans son livre de Milwaukee Murder. La déclaration de Dahmer donc, retourna complètement l'affaire et présenta au lieu d'avoir approuvé que cet homme n'avait pas commis ces meurtres. L'avocat Gerald Boyle devait dérouler l'une de ses plus sanglantes tapisseries jamais vues dans un tribunal américain. Sa tâche était de convaincre le jury que Dahmer était fou parce que seule une personne dérangée aurait pu faire ce qu'il avait fait. Bref, 2 enquêteurs lurent tour à tour la confession de 160 pages de Dahmer. C'est un catalogue de perversions sexuelles. Le détective Dennis Murphy déclara que Dahmer ressentait une immense culpabilité en raison de ses actions. Il se sentait complètement mauvais, mensonge ou vérité. Il était donc conscient de la gravité de ses actes. Ensuite, il cita la propre confession de Dahmer. Il est difficile pour moi qu'un être humain a pu faire ce que j'ai fait, mais je sais que je l'ai fait. Dahmer déclara que sa peur d'être arrêté avait été balayée par l'excitation de contrôler complètement sa victime. La bataille des psychiatres pour savoir si Dahmer était ou non responsable légalement et donc capable de contrôler ses actes sembla embrouiller le jury. Finalement, l'avocat de Jeffrey Dahmer dessina un tableau pour le jury qui lui lut rapidement des crânes dans le placard, cannibalisme, pulsion sexuelle, perforage de crâne, créer des zombies, nécrophilie, boire de l'alcool tout le temps, essayer de créer un sanctuaire, lobotomie, dépeçage, appeler de taxidermiste, visiter des cimetières, se masturber, ceci est Jeffrey Dahmer, un train fou sur les rails de la folie. Le procureur McCann
réfuta ses arguments. Il n'était pas un train fou, il était le conducteur et il satisfait ses incroyables désirs sexuels. Mesdames et messieurs, il a trompé beaucoup de gens. Je vous en prie, ne le laissez pas, cet assassin, vous tromper. Le jury délibéra pendant 5 heures et décida que Jeffrey Dahmer ne méritait pas de passer le reste de sa vie dans un asile de fous, mais plutôt en prison. Il fut reconnu donc coupable des 15 meurtres et déclaré saint d'esprit. Dahmer écrivit une confession en forme d'excuse aux juges, mais pas aux familles, relatant une odyssée sanglante de 30 ans. Votre honneur, c'est terminé maintenant, il n'a jamais été question de me libérer. Je ne voulais pas la liberté, franchement, je voulais la mort. Et il fallait dire au monde que j'ai fait ce que j'ai fait, mais pas par haine. Je n'ai jamais haï personne. Je savais que j'étais malade, ou mauvais, ou les deux. Maintenant, je crois que j'étais malade. Le docteur m'a parlé de ma maladie. Et à présent, je me sens en paix. Je le sais, le mal que j'ai causé. Remerciez Dieu, car je ne pourrais plus faire de mal. Je crois que seul le Seigneur Jésus-Christ peut me sauver de mes péchés. Je ne demande pas là de considération. Dahmer fut condamné donc 15 fois à la prison à vie. Bref, ou au total, 957 années de prison. Il s'adapta très bien à la vie en prison au Columbia Correctional Institute de Portage, dans le Wisconsin, et il fut placé dans avec donc les autres prisonniers, ce qui compromit sa sécurité après qu'il ait été attaqué le 3 juillet 1994 durant un service religieux par un jeune cubain qu'il avait jamais vu auparavant. On le plaça donc dans la zone de haute sécurité. Jeffrey Dahmer, prisonnier modèle, convainquit les autorités pénitentiaires de l'autoriser à avoir plus de contact avec ses co-détenus, et donc il fut autorisé à manger dans la zone commune et on lui donna des travaux de nettoyage et à faire des équipes de prisonniers. Le matin du 28 novembre 1994, Dahmer lavait le sol des douches avec deux prisonniers très dangereux, Jay Sanderson, un homme blanc qui avait tué sa femme et accusé un homme noir de l'avoir fait, et Christopher Skyver, un jeune schizophrène noir qui pensait être le fils de Dieu et qui était en prison pour meurtre et aurait dû être dans un hôpital psychiatrique. Il n'est pas difficile d'imaginer comment Skyver voyait Dahmer qui avait tué tant d'hommes noirs et Anderson qui accusait un noir de son crime, une combinaison complètement désastreuse. 20 minutes après qu'ils ont commencé à laver, donc un gardien revint pour voir si tout allait bien. Il trouva Dahmer face contre terre dans une mare de sang, le crâne fracassé. Anderson était couché dans une douche en sang, lui aussi, et Christopher Skyver leur avait frappé la tête contre le sol et les murs des douches contre les murs des douches. Bref, Dahmer décéda durant le transport de l'hôpital. Jess Anderson mourut peu après. Skyver déclara: Dieu m'a dit de le faire. Il fut condamné pour la deuxième fois à la prison à vie pour ces deux meurtres. À la demande de sa mère, le cerveau de Dahmer fut présenté dans du formaldéhyde pour qu'il soit étudié. Une année après sa mort, les parents de Dahmer commencèrent à se battre au sujet de leur fils afin, pourrait-on dire, voilà, bref, enfin pourrait-on dire, voilà là-dessus, puisque ils se sont jamais occupés de lui. Et le 12 décembre 1995, cette saga absurde se termina, enfin, lorsqu'un juge donna raison au père de Dahmer, qui voulait honorer la requête de son fils, être incinéré. Chacun de ses parents de Dahmer reçut la moitié de ses cendres, et Dahmer mourut et fut brûlé, et que dire de plus. Bref, Dahmer a eu de multiples choses. Il a apparu pas mal au niveau de la télévision, sur pas mal de séries, etc. Dernièrement, chez Netflix, pour la série Dahmer. Il a apparu aussi dans l'épisode 6 de la saison 7 de Rick et Morty. Morty fait apparaître Jeffrey Dahmer avec un pistolet. Bref, il a apparu dans Glee aussi.
Bref, il a apparu dans Grimm, Esprit criminel, South Park, etc., etc. Donc voilà, on parle de lui, on fait apparaître, etc. Dans la musique, on parle aussi de lui. Voilà, ça parle beaucoup de lui. Juicy WRLD, par exemple, Mac Miller, Pusha T, qui en a parlé de lui en 2022. Voilà, il y a eu Lil Baby, il y a eu vraiment pas mal de monde. Hein, voilà, Missy Elliott, Eminem, etc., etc. Au niveau de la littérature, on en parle beaucoup aussi. Voilà, au niveau du cinéma, on en parle aussi beaucoup, on a fait des films, etc. Comme eh bien, Jeremy Renner qui incarne dans le film Dahmer, le cannibale. Dans la version originale de Scream 4, eh bien, Trevor le mentionne. Voilà, donc on le mentionne beaucoup. Il y a eu dans l'art aussi, Peter Soule, peintre américain, donc voilà, réalise un portrait de Dahmer. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de trucs à ce niveau-là. Dahmer, il a apparu dans beaucoup de trucs. C'est devenu un peu une sorte de tueur en série, devenu un peu légendaire. Donc voilà, sur beaucoup de points, c'est quand même un tueur en série qui a beaucoup sévi, qui a beaucoup tué. Voilà, il est mort à l'âge de 34 ans, le 28 novembre 1994. Bref, on peut dire dans tous les cas que ce mec-là était complètement fou. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et clairement, il a fait quand même beaucoup de victimes, 17 au total. Et clairement, ouais, il allait dans tous les cas passer le restant de ses jours en prison. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Jeffrey Dahmer. Je sais quand même qu'elle est assez folle, hein, cette histoire-là. C'est fortement dégueulasse sur beaucoup de points, mais bon, c'est son histoire, c'est l'histoire de Jeffrey Dahmer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.